Donc, les métaprogrammes, c'est la même chose que le métamodèle, c'est-à-dire c'est au niveau cognitif, c'est la stratégie mentale, c'est comment est-ce que je m'organise dans mon système de perception. Et donc, ils sont souvent au service de notre hiérarchie de critères et de valeurs. D'ailleurs, si on reprend les niveaux logiques, vous avez bien, dans les capacités, on va ranger les métaprogrammes et métamodèles, mais c'est au service de quoi? C'est au service de nos critères et de nos valeurs. Donc, ce sont nos valeurs et nos critères qui drivent nos stratégies mentales et donc qui vont driver nos métaprogrammes. Donc, en quoi c'est utile les métaprogrammes? Pour rappel, toujours pour se remettre un peu en tête, c'est utile parce que du coup, ça va permettre, dans la relation, on peut parfois se synchroniser à la personne parce que du coup, la relation va être plus aidante. Chose qu'on ne va pas faire quand dans un coaching, il y a une personne qui est en évité d'eux, où on doit être en Alibert, pour le coup, on ne va pas se synchroniser sur l'évité d'eux. Mais généralement, pour qu'une conversation soit, quand on sent qu'il y a un feeling qui est bien le même, on est souvent synchronisé sur les mêmes métaprogrammes. Ça va permettre également, et là c'est intéressant, de pouvoir aussi poser, par exemple, dans un métier, à se dire, tiens, dans ce métier, ça serait quoi les métaprogrammes idéal en fait, dans un fonctionnement pour un poste, ça serait quoi qu'on recherche dans ce poste comme fonctionnement mentaux? On peut poser les métaprogrammes, on peut même carrément poser à tous les niveaux logiques, c'est ce qu'on fait dans le coach notamment. Et ça va permettre donc effectivement de modéliser une personne pour pouvoir repérer comment elle fonctionne, quelles sont ses stratégies mentales dans l'état présent, qu'est-ce qui dysfonctionne et du coup créer de l'état désiré pour simplement bouger les curseurs. Alors derrière les métaprogrammes, ça sera intéressant d'avoir les métaprogrammes, mais quand vous allez modéliser une personne avec des métaprogrammes, allez toujours modéliser quelle est la croyance qui tient le métaprogramme, parce que s'il n'y a pas vraiment de croyance qui tient un métaprogramme, ça voudra dire que ce n'est pas celui-là qui est le plus important, qui est le plus majeur dans la stratégie de la personne. Donc, encore une fois, on a des métaprogrammes, ce sont des fonctionnements, mais ce n'est pas au niveau de l'identité que ça se passe. Donc, c'est un petit peu un défaut de langage, par exemple, de dire « Oh, je suis mismatch ». Non, vous voyez, je fais du mismatch, je fonctionne avec un filtre mismatch, mais ce n'est pas qui on est, c'est comment on fonctionne. En plus, ceci dit, selon les contextes, on peut vraiment passer d'un curseur à l'autre, selon les contextes, sauf des fois, le curseur, il est un peu bloqué, parce que du coup, voilà, métaprogramme, normalement, c'est un curseur, comme ça, et l'idée, c'est que ça puisse être assez fluide, bouger d'un curseur à l'autre. Si ça reste trop bloqué, souvent, c'est qu'on a une croyance très limitante. Pourquoi limitante? Parce que du coup, mon curseur il reste trop bloqué, je n'arrive pas à le déplacer, et qui m'oblige à généraliser ce fonctionnement-là. Et où je vais connoter négativement le fait de bouger mon curseur. Alors, on va revoir les métaprogrammes que vous connaissez et en découvrir des nouveaux. Et je vais volontairement, je pense que j'avais déjà commencé à le faire un peu en tête, voir les points de confusion, parce qu'on a des métaprogrammes qui se ressemblent. Et on va voir quels sont les points de confusion qu'on a le plus l'habitude de voir. Donc, je vais recommencer. Alors, je pense que je vous en avais déjà parlé un peu en tech, mais je vais recommencer ici, ça vous rafraîchit un peu la mémoire. On a par exemple donc, le tri sur l'autre et le tri sur soi. Donc, qu'est-ce que c'est le tri sur l'autre et le tri sur soi? Comme les métaprogrammes se réfèrent toujours à nos critères et à nos valeurs, le tri sur l'autre, ça veut dire que ce sont les critères et les valeurs de l'autre qui sont importants à satisfaire dans ma stratégie mentale. Alors que dans le tri sur soi, c'est de satisfaire mes besoins à moi, mes critères et mes valeurs. D'accord? Donc, tri sur l'autre, ça serait quoi comme valeur? On pourrait se dire, tiens, dans cette valeur, il va y avoir du tri sur l'autre, par exemple. Générosité. Voilà, la générosité. L'altruisme, voilà. Et le tri sur soi. compassion, égocentrisme. Donc tu vois, donc là il dit égocentrique, donc c'est intéressant, tri sur soi, égocentrique. Donc ça veut dire que tu as une croyance, puisque automatiquement tu le connotes comme quelque chose de négatif, tu vois. Donc c'est ça qui est intéressant. Aucun métaprogramme n'est négatif en soi.
C'est vachement bien d'être en tri sur soi. Mais maintenant, quelqu'un qui va rester trop en tri sur lui, il va devenir égocentrique. Mais c'est parce que justement, il ne bouge jamais son curseur. Ou il va devenir égoïste, égocentré. Et c'est de la même manière que quelqu'un qui va être trop en tri sur l'autre tout le temps sans bouger le curseur, il passe de altruiste, compatissant, attentionné à quoi? Alors, dépendant, ça ne sera pas trop du tri sur l'autre. Je peux être tout à fait dépendant, tri sur moi. Effacé. Parce que regardez juste sur la notion de dépendance. Dans la dépendance, c'est d'être dépendant au regard de l'autre. Donc, c'est souvent tenu par un besoin de reconnaissance en tri sur soi, la dépendance. Il n'y a pas trop de dépendance dans le tri sur l'autre, puisque c'est de satisfaire les besoins de l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si je suis trop à l'écoute des besoins des autres et pas assez des miens, et jamais des miens, mon risque, ça va être quoi? C'est tout le temps les besoins des autres qui sont importants, puis moi je ne sais pas ce que je veux. Voilà, l'oubli de soi. Voyez. Donc trop de tri sur l'autre va générer plutôt de l'oubli de soi, et puis trop de tri sur soi va générer de l'égoïsme. Mais en soi, il nous faut des deux. Donc en soi, ils sont très bien les métaprogrammes, donc tri sur l'autre. Donc on voyait les valeurs, donc empathie, altruisme, et tri sur soi. Donc si c'était pas de l'égocentrisme, mais que c'était plutôt de qualité. Le bien-être. Alors le bien-être sera plutôt une conséquence. La santé, ça sera pas trop. Comment tu disais? La santé. La santé, ça sera un domaine de vie. Et ça peut être une conséquence d'un tri sur soi. Comme je prends bien soin de moi, je suis en bonne santé. L'authenticité, non. Moi, je dirais que c'est beaucoup d'autonomie et d'indépendance. Hein. Ouais. Mais si je veux être trop autonome, en tout cas, c'est d'être en conscience de ses besoins. Je suis en conscience de mes besoins. Je suis autonome sur mes besoins. Vous voyez? Ça peut être tenu par une valeur comme ça, une valeur d'indépendance. C'est important de satisfaire mes besoins. Vous voyez? Alors que là, c'est important de satisfaire les besoins de l'autre. Vous voyez? Alors c'est intéressant de faire les métaphores comme ça, tiens, par les valeurs, c'est intéressant. Alors c'est confondu, tri sur soi, tri sur l'autre, beaucoup confondu avec les métaprogrammes de référence externe et référence interne. Donc là, dans la référence interne et la référence externe, c'est le processus de décision et le processus de validation. Donc, qui décide à valider ce que je fais ou ce que je pense? Comment est-ce que je me décide? Référence externe, c'est l'autre qui me valide, c'est l'extérieur. Et la référence interne, c'est moi qui me valide. Donc, quelles sont les valeurs qui peuvent être tenues par la référence externe? Dans du côté positif, par exemple. Information. Comment? Les valeurs. Voilà. Pas forcément le contexte, mais une valeur. Reconnaissance. Une valeur de connaissance. Reconnaissance. Ah, reconnaissance. Oui. Tout à fait. Dans la reconnaissance, je vais être en référence externe. Si j'ai besoin de reconnaissance, j'ai besoin du regard de l'autre, j'ai besoin qu'on me dise que c'est bien. Donc, c'est de la référence externe, tout à fait. Il peut y avoir d'autres valeurs encore, hein. Ça peut être de l'humilité aussi. Je vais me remettre en question, je vais écouter ce qu'on me dit. Donc, je vais écouter ce qu'on me dit, je vais me remettre en question. Je suis humble, vous voyez. Mais trop de références externes, qu'est-ce que ça va engendrer? Manque d'autonomie, manque de confiance en soi. Voilà. Il faut toujours que je dise, t'es sûr, et c'est bien, et c'est comme ça qu'il faut faire. Ça va engendrer un manque de confiance en soi, ou ça va engendrer des complexes aussi, ou d'avoir sans arrêt un côté soumission aussi. J'ai toujours besoin d'être validé, qu'on me dise c'est bien, d'accord, c'est bien. Ok, on m'a dit que c'était bien. Mais moi, j'arrive pas à me décider par moi-même. Et la référence interne, quelles sont les valeurs qui peuvent être en lien avec la référence interne? Donc, vous l'avez dit. Alors, il y a de l'autonomie aussi et de la confiance en soi. Si je suis en référence interne, je sais ce que je veux et j'ai confiance en moi. Trop de références internes, j'ai mon avis et personne ne me fera changer d'avis, ça va engendrer quoi comme défaut? Borné, têtu, voilà.
Alors, ce qui est intéressant quand même, c'est comment est-ce qu'elle se construit cette référence interne dans un processus. Pour avoir une bonne référence interne, ça passe par d'abord un tri sur soi. C'est-à-dire d'abord, il faut que je sache quels sont mes besoins. Et une fois que je sais quels sont mes besoins et ce qui est important pour moi, je vais pouvoir être en référence interne. Voyez ? C'est pour ça que, par exemple, quand vous faites en technicien le travail sur les critères et les valeurs, vous faites un travail de tri sur vous de ce qui est important et ça augmente votre référence interne pour pouvoir par la suite faire des choix à vous dire bah, ça c'est important et puis ça c'est moins important. Je veux bien faire des efforts là-dessus mais pas là-dessus. Ça vous permet de vous positionner dans une référence interne. Maintenant, donc vous avez bien compris les différences entre ces métaprogrammes, mais ils sont bien différents, donc on peut tout à fait être en tri sur soi et en référence externe. Donc si je reprends la valeur de reconnaissance, dans la reconnaissance, c'est du tri sur soi en référence externe. Je veux obtenir dans un besoin de reconnaissance à satisfaire chez moi, mais à travers le regard des autres. Voyez ? Mais je peux aussi être en tri sur moi en référence interne. Ça peut être quoi par exemple? Tri sur soi en référence interne. On a décidé d'aller au cinéma. Non, mais en fait, moi, c'est ce film que je veux voir. Donc, allez voir l'autre film. Oh, je suis pas très branché Spider-Man. Moi, ça me botte pas trop les Marvel. Je dis n'importe quoi. Allez voir ça, puis moi, je vais regarder ce que je veux voir. Je suis en tri sur moi en référence interne. Puis, s'ils sont pas contents, c'est pas grave. Oui, c'est leur problème. Vous voyez, ça, c'est du tri sur soi et de la référence interne. Il y a les deux. On peut être en tri sur l'autre en référence interne. Donc quand vous accompagnez, vous faites un protocole, vous savez ce que vous faites au niveau du protocole, vous connaissez vos étapes, mais c'est au service de l'autre, c'est pour satisfaire un changement chez l'autre. Mais c'est vous qui savez la technique à faire. Ou quand vous modélisez, vous allez avoir ce que votre client vous raconte, mais vous allez être en référence interne dans votre modélisation, puisque vous avez compris, et pouvoir le modéliser à son service. Et vous allez entendre, il va falloir une bonne référence interne pour modéliser, parce que si vous êtes en référence externe entrée sur l'autre, vous allez acheter sur parole tout ce que vous dit la personne, vous allez la croire. Et du coup, vous allez vous retrouver, donc là c'est la référence externe, toujours entrée sur l'autre, mais au bout d'une séance ou même moins que ça, vous avez la tête dans le guidon autant que votre client. Puisque si votre client, de toute façon, il avait toutes les réponses, eh bien, il n'aurait pas besoin de venir vous voir en coaching. Donc, vous avez intérêt à garder une référence interne et ne pas croire tout ce que vous dit votre client, de chercher à le vérifier par vous-même. Donc, je vous montrerai comment on fait quand on verra aussi la modélisation, le score, etc. Je vous parlerai des alibis en coaching, une notion d'alibi. Et dans le film que je vous ai demandé de modéliser Mamma Mia, vous allez voir qu'elle a un alibi majeur. Et vous verrez. C'est intéressant d'observer c'est quoi les alibis. Qu'est-ce que la personne elle raconte qui est complètement faux, qui est complètement un mensonge, mais qu'elle croit. Hein, elle ne le fait pas pour tromper les autres. Hein. Elle se raconte cette histoire-là pour ne pas changer. Ça va, vous faites bien les différences entre tri sur l'autre, référence interne, tri sur soi, tri sur soi et référence interne, externe, etc. Ça va? Alors, avec quoi d'autre ça peut être confondu d'après vous? Encore autre chose où on peut mélanger les notions. Première position. C'est ça, les positions de perception. Les positions de perception. Donc, on a première position, deuxième position, et puis le méta. Les positions perceptuelles sont des métaprogrammes en eux-mêmes. Première position, je filtre la réalité selon mes croyances, selon mes critères, selon mes jugements de valeur à moi, mes propres équivalences. En deuxième position, je suis dans la peau de l'autre et je filtre la réalité selon les croyances, les critères, les jugements de valeur de la personne en face de moi. Parce que je me mets dans sa peau, c'est vraiment une position d'empathie. Et la position méta, c'est vraiment le méta, j'observe vraiment l'interaction entre les deux, et j'ai pas de jugement de valeur ni rien, mais j'observe c'est quoi
les jugements de valeur ou autre, je suis en dehors de la situation. Alors, ça se confond beaucoup, on confond beaucoup la première position et la référence interne. Et donc, ce n'est pas exactement la même chose. Et le tri sur soi. Donc, tri sur soi, c'est je veux satisfaire mon critère. Mais si je suis en tri sur moi en première position, je veux satisfaire mon critère selon mes propres équivalences et selon mes propres croyances. Vous voyez? Avec ma propre référence interne. Mais je peux très bien être en tri sur moi en référence externe et première position. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les métaprogrammes sont comme si c'était des lumières et que vous avez une grande conquête de la PNL, vous avez une énorme table de mixage et vous bougez les curseurs et au final, l'atmosphère de la pièce, ça fait plus du tout la même chose parce que vous pouvez vraiment bouger tous les curseurs. Donc ça fait quoi? Par exemple, quelqu'un est en tri sur lui, en référence externe en première position. En termes de valeur? Pas en termes de valeur, mais en termes de fonctionnement. Qui veut satisfaire ses besoins. Voilà. Selon sa vision. Donc imaginons avec un besoin de reconnaissance. Il est en tri sur lui, en référence externe selon le regard de l'autre, mais avec ses lectures de pensée. Donc c'est même pas vraiment ce que les gens pensent. Et il fait des lectures de pensée, des hypothèses, de la manière dont les gens le regardent, sans les avoir vérifiées, sans vérifier que c'était vrai ou non, en référence externe, puisque le regard de l'autre compte et influe sur lui, et en tri sur lui, mais en première position. Vous voyez? Donc on peut tout à fait être en première position et en référence externe, pas forcément être en première position en référence interne. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que si je dis le regard de l'autre, ça me vexe. L'autre, il a tourné le regard quand il m'a vu, ça me vexe. Vraiment, ça me vexe. Je suis dans ma première position, parce que je fais de la lecture pensée, mais je suis en référence externe, puisque je réagis parce que c'est l'attitude de l'autre qui me fait réagir. Vous voyez ce que je veux dire? Et en même temps, je suis en tri sur moi, parce que c'est mon besoin qui est important. Vous voyez? Il y avait une question. Rosa. Oui, par rapport à la première position, on dit que tous les métaprogrammes, c'est jamais bon ni mauvais. Oui. Des curseurs à bouger. Mais pour la première position, j'ai du mal, moi, à la voir de manière en positif. Ouais. Eh bien, quand vous faites en technicien vos équivalences sur vos critères et vos valeurs, vous êtes et en tri sur vous, plus avec de la première position, puisque c'est vos critères et vos valeurs, et votre tri sur vous et votre première vont nourrir votre référence interne à la fin. Dans vos choix en termes de hiérarchie. Mais c'est de la première. Et tu as besoin d'aller la voir, ta première position. Je te donne un autre exemple. Première position qui, je pense, est bien et utile. Moi, j'ai un organisme de formation. Je crée un référentiel de compétences. C'est de la première. Parce que qui me dit que mes stagiaires, ils doivent savoir faire ça, 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 ça pour être certifiés? C'est moi qui ai décidé. Que selon moi, selon mon modèle du monde, un bon PNListe, il doit savoir faire ça. Sinon, selon mon modèle du monde, dans ma première position, c'est pas terrible. Vous voyez? Mais c'est de la première position, parce qu'en fait, si je me mets en méta, je vais regarder l'ensemble, par exemple, des écoles de PNL, et je vais dire, c'est très créatif, ils ont chacun leur manière de faire. Mais moi, dans ma première position, je vais dire, non, ce qui est important, c'est la modélisation, tu vois ce que je veux dire? Mais c'est mon filtre. Mais en même temps, c'est bien. Il n'y a pas de problème. À partir du moment où je sais que c'est de la première position. Maintenant, si je reste bloqué dans ma première position, je risque de me mettre à critiquer tout le monde, tu vois. Enfin, tous ceux qui ne font pas comme moi. Mais je peux dire non. Il y a une grande diversité dans la manière dont la PNL elle est enseignée. Et moi, perso, j'ai ma préférence sur la manière d'enseigner la PNL avec un filtre de modélisation très prononcé. Voilà, donc que je partage avec mes partenaires. On est en première. Donc, c'est pas négatif. Et on a besoin... Voilà, tous les métaprogrammes sont positifs. On a besoin d'avoir des fois de la première position. Donc c'est de l'affirmation. C'est une manière de l'affirmer. C'est ça, tu as affirmé dans tes opinions. Ouais. C'est de l'opiniâtreté. Voilà, je pense que ça c'est bien et je pense que ça c'est pas ok. Et voilà, tu peux avoir une vision et les leaders souvent ont une première position forte quand ils portent une vision de quelque chose. Et il peut y avoir des positions fortes, des premières positions qui sont super et qui sont très inspirantes. Maintenant, c'est vrai que relationner avec quelqu'un qui fonctionne majoritairement
Entrée sur lui en référence interne et en première position. Ouch! Ça fait un peu un connard, excusez-moi. Enfin, c'est... Voilà. Oui, une connasse, voilà. Enfin, c'est vraiment... d'ailleurs, il y avait une comédie, une caméra cachée, la connasse. Ah oui. Eh ben, mais c'est que de la première avec de la référence interne. Elle n'en a rien à faire, parce que c'est, je ne sais pas si vous connaissez, c'est de l'humour, c'est des caméras cachées, ça s'appelle la connasse. Et en fait, elle dit tout ce qui lui passe par la tête, elle est que entrée sur elle. Elle est que en référence interne, elle se fout complètement de ce que les gens pensent d'elle, et elle est que en première position. Et c'est très très drôle, vraiment. Mais c'est pas agréable dans la relation. Voilà. Bon, après, des fois, c'est bien, ça dépend les curseurs, il faut savoir les déplacer au bon moment, aux bons endroits, et puis après, il faut savoir redéplacer les choses. Et on peut être tout à fait, donc par rapport à la deuxième position, entrée sur soi, en référence interne et en deuxième position. Quand vous faites le protocole, les positions de perception, et que le but du protocole est de faire passer un message dans la communication ou dans la vente, vous vous dites, je veux faire passer un message pour vendre mon produit. Comment je dois m'y prendre dans le marketing? Ben, c'est entré sur vous parce que vous voulez vendre votre produit, en référence interne parce que vous allez décider comment faire, parce que c'est vous qui réfléchissez à votre stratégie, mais en deuxième position en vous disant, si je me mets vraiment dans la peau de mon client, c'est quoi foncièrement son besoin? C'est quoi ses envies? C'est quoi, qu'est-ce qu'il vit? Comment il va vivre mon message si je lui l'adresse de cette manière? Ah ben si je lui adresse de cette manière, voilà ce qu'il va ressentir. Ou le message là, il va bien passer, ou non, là si je l'adresse comme ça ne passera pas. On est en référence interne en deuxième position, vous voyez? Donc c'est vraiment intéressant, parce que c'est ça que ça va faire quand vous allez modéliser, pendant vos entretiens. Vous allez faire des conjugaisons de métaprogrammes. Ça ne sera jamais un métaprogramme tout seul, il sera toujours combiné avec autre chose. Vous voyez? Je réfléchis s'il avec ces trois-là, est-ce qu'on n'a pas un autre truc qui va avec? Alors attendez, je les note, ce qu'on a passé, parce qu'on a toute cette liste à faire. Alors, tri sur soi, tri sur l'autre, c'est OK. Cadre de référence, c'est OK. Position perceptuelle, c'est OK. Bon, on va passer sur d'autres. Alors, on va voir associer, dissocier. Déjà, juste avant, est-ce que tout ce qu'on a vu avant, c'était vraiment bon pour tout le monde ou pas? Sur les métaprogrammes qu'on a vus avant. Ouais. Alors, associer, dissocier. Donc là, c'est vraiment comment la personne, elle va vivre ses émotions. Donc, associer, je vis pleinement mon émotion. Et puis, dissocier, mon émotion, elle existe, mais je la tiens loin de moi. Et donc, qu'est-ce qu'on peut confondre? On peut confondre la position méta avec la position dissociée, et ce n'est pas la même chose. Alors, quelle différence d'après vous est-ce qu'il y a entre une position méta et le fait d'être dissocié de son émotion? Le côté volontaire-involontaire. Si je suis en méta, je m'y pose, je me mets volontairement en méta parce que j'ai un objectif derrière. Ouais. Si je suis dissocié, en fait, c'est presque contre moi. Enfin, je le fais exprès. Alors, c'est presque ouais. ça. En fait, dans le dissocié, l'émotion y est quand même. Elle existe. On l'évite. Mais on l'évite, on la tient loin de soi. Alors que dans la position méta, je n'ai pas du tout d'émotion, je suis un observateur. Vous voyez? Regardez quand vous faites les protocoles, la dissociation simple et la double dissociation en praticien. En fait, l'émotion négative, elle y est, mais vous mettez un ancrage ressource pour pouvoir revisiter la scène qui est traumatique. Mais donc, ça veut dire que si vous mettez un ancrage ressource, que quelque part, cette émotion, elle y est quand même, et vous voulez vous en dissocier. Donc c'est ça la dissociation. Alors que quand je suis méta, je me mets vraiment dehors, je fais un gros état séparateur et je ne fais plus partie de l'histoire. Vous voyez? Donc on a associé au positif, alors pareil sur les émotions,
c'est intéressant de modéliser avec de la subtilité. Vous allez avoir des gens qui vont être associés tout le temps, et au positif et au négatif. Donc, des gens qui vivent leurs émotions comme la tristesse, la colère, ils sont très associés. La joie, l'enthousiasme, ils y sont très associés aussi. Et il y a des gens qui sont dissociés de tout, la joie, l'enthousiasme, la colère, la tristesse. On a l'impression qu'ils n'ont jamais d'émotion quand ils parlent, c'est un peu robotique, il n'y a pas d'émotion. Et il y a des gens qui vont être associés au négatif et dissociés du positif. Donc eux, quand ils sont en colère, ça se voit. Oh, il y en a marre, machin et tout. Et là, t'es content? Ouais, bah, c'était bien, hein. C'était bien. Ouais, si, on a passé une bonne soirée. Par contre, je te dis pas. Hein. Ah oui, toi, t'es associé au négatif et t'es dissocié du positif. Vous voyez? Donc ça, c'est... Voilà. Et la recette du bonheur, c'est l'inverse. Dissocié du négatif. Bon, ça, c'était... C'est vrai que c'est dommage cette histoire, c'est dommage. Oh, par contre, qu'est-ce qu'elle était bien la soirée. Ou waouh, voilà, quand la personne elle vit son émotion. Bon, c'est la petite recette du bonheur. Sur la dissociation, ce qui est intéressant par rapport à des choses qu'on a fait en PNL, alors je pense que j'ai dû vous en parler aussi, mais c'est pareil, je ne sais plus dans les cours à qui j'en ai parlé ou pas. Les dangers de la dissociation. Est-ce que vous vous souvenez des dangers de la dissociation, de trop être dans la dissociation? Quelqu'un qui est trop dans la dissociation. Ben en fait, c'est une pathologie, hein? C'est une psychopathologie. On appelle ça dans la psychopathologie du trouble dissociatif. Donc ça va engendrer, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au niveau du cerveau, la personne souvent qui est dans des troubles dissociatifs, elle a suivi soit pendant longtemps, alors par exemple, les compulsions alimentaires, les gens qui font des régimes à se priver, c'est le cortex préfrontal qui est dans la volonté, qui va lutter contre l'amygdale qui dit mais moi j'ai faim, je veux manger, je veux du sucre, je veux du sucre, je veux du sucre. Donc là en fait c'est un état dissociatif. Donc ça marche, mais après quand la personne elle arrête son régime, et ben du coup, boum, ça fait l'effet élastique et la personne, ou même pas elle arrête son régime, pendant ce régime elle fait un craquage. Et là, du coup, il y a la partie qui était dissociée qui va vraiment revenir en force. Et donc, ça peut entraîner des troubles alimentaires. Donc, on a ça. Donc, les états dissociatifs trop longs, trop répétitifs, trop prononcés vont entraîner des compulsions. Vous allez avoir des personnes qui sont dissociées aussi, qui sont dissociées, voire scindées dans leur modèle des parties. Notamment... Et c'est pas bon parce qu'en fait, d'être dissocié s'appelle en psychologie, s'appelle faire du clivage. Hein, je me dissocie d'une partie de moi-même. Vous avez des gens qui ont des doubles vies comme ça au niveau des relations affectives. Des personnes qui se trompent, par exemple, qui ont une relation affective et qui vont voir ailleurs, et qui se trompent et qui ont vraiment un amant ou une amante, qui ont vraiment une double vie. Je vous assure que dans leur tête, c'est complètement clivé. C'est-à-dire que dans leur tête, quand ils sont avec un partenaire, ils vont lui dire « je t'aime », et ils sont très très sincères. Et c'est comme s'ils étaient une autre personne à ce moment-là. Et que quand ils ont une autre vie, c'est une toute autre personne. Et ils n'ont pas du tout l'impression d'être dans un conflit. Alors il y a ceux qui trompent et puis qui se sentent très très mal avec ça. Parce que du coup ils se disent « oh là là c'est dur, je suis en train de mentir, etc. » Mais il y a des gens chez qui c'est relativement pathologique. C'est pour ça que je parlais de psychopathologie. Et là, il y a une pathologie derrière, parce qu'en fait, ça ne leur pose même pas de problème. Mais ils sont clivés. Mais c'est quand même embêtant. Hein. Parce que du coup, à un moment donné, quand on dit, quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité, elle prend l'escalier, mais finit toujours par arriver. Donc, j'aime bien ce petit proverbe. Parce qu'à un moment donné, quand ils se retrouvent avec la vérité sous les yeux et que la personne leur dit « mais tu m'as trompé, regarde, tu m'as trompé ». Ils sont incapables de pouvoir reconnaître ce qu'ils ont fait. Ils sont incapables, et il y a une espèce d'état de sidération qui arrive dans la personne. Un état de sidération. Elle ne peut pas reconnaître un truc parce qu'elle était complètement clivée à l'intérieur d'elle-même. Donc ils peuvent continuer à vous mentir. Vous dites « mais c'est fou, tu continues à mentir, je te mets les... » Oui, ils ne peuvent pas, ils sont clivés. C'est une forme de psychopathologie hein, à ce niveau-là.
vous avez donc des troubles et donc vous avez des troubles dissociatifs aussi, alors différentes manières. Hein. Je vous présente des troubles dissociatifs, le spectre des troubles dissociatifs qu'on peut avoir sur des personnes qui vont être dissociées d'une partie de leur vie, d'une partie de leur passé, ou carrément, qui sont tellement dissociées que l'inconscient, un événement traumatique, l'a pris, l'a englobé, l'a mis dans un coin du cerveau et a dit surtout ok, tu ne touches plus. Et puis du coup, la personne, elle ne s'en souvient pas. Donc là, on parle de vrais traumas dont la personne, pour le coup, ne se souvient pas du tout. Parce que ce sont des mécanismes de défense qui se sont mis en place, qui faisaient que si la personne s'en souvenait réellement, peut-être que ça serait beaucoup trop violent pour elle et qu'elle ne pourrait pas y faire face. C'est pour ça que l'hypnose n'est pas sans danger. Beaucoup de gens disent « Ah mais moi je fais de l'hypnose ericksonienne », ils se sont formés avec des centres en hypnose ericksonienne qui forment tout de suite sans études de psychopathologie. Moi c'est ça que j'aime beaucoup avec Tania, c'est que tous les cursus d'hypnose demandent d'abord de faire un peu psychopatho, parce qu'on peut faire décompenser quelqu'un en hypnose. Vous mettez la personne en hypnose, vous n'avez pas repéré qu'il y avait un trouble dissociatif, la personne elle est en hypnose, elle sort, elle décompense. Vous avez quelqu'un qui rentre chez lui qui jette par la fenêtre, c'est pas sans danger quoi. Décompenser, ça veut dire qu'à un moment donné, il y avait des mécanismes de défense qui faisaient que la personne pouvait plus ou moins bien fonctionner malgré ses difficultés. Décompenser, ça veut dire le système de défense il tient plus, il a lâché. Et donc du coup là, la personne elle décompense parce que ce qui était de l'ordre de l'équilibre tout en étant dans un déséquilibre maintenu n'est plus là. Et du coup, la personne, elle décompense, elle n'a plus rien pour la protéger, elle pète un câble. Et donc, je repense aux personnes qui étaient clivées, par exemple, qui mentent comme ça. Plus vous allez vouloir leur montrer la vérité sous les yeux, comme ils sont clivés et que c'est de l'ordre de la psychopathologie, plus vous pouvez les faire décompenser. Vous voyez, donc c'est même pas de la mauvaise volonté, ils peuvent décompenser. Moi, j'ai connu comme ça, personne clivée. Je disais, mais regarde, et chaque fois que je montrais, elle pétait des câbles, à devenir hystérique. Et je ne me rendais pas compte le mal que je lui faisais. Parce que moi je me disais, mais prends tes responsabilités, prends tes responsabilités. Mais en fait, j'ai compris, c'est quand j'ai fait psychopathologie, j'ai dit, ok, la personne, elle ne fait pas exprès. Elle ne peut pas prendre sa responsabilité. Sinon, tu vas la faire décompenser. C'est son mécanisme de défense qui la maintient dans une forme de déséquilibre interne, mais qui maintient la personne, c'est une stratégie de survie qui maintient la personne. Et alors, c'est quoi? Est-ce qu'il y a une solution ou tu vis avec ça? Non, tu vis avec. Quand c'est vraiment de l'ordre de la psychopathologie, alors il y a quand même une solution, mais déjà que la personne elle veuille s'en sortir. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de solution du tout, mais ça veut dire qu'il faut aller traiter les traumas qui sont derrière. Donc il faut que la personne aille faire un travail en psychotraumatologie, un travail qu'on fait d'ailleurs même pas en PNL. On a quelques protocoles qui peut nous aider avec la double dissociation, etc. Mais là, c'est vraiment de la psychotraumatologie. Tant que le souvenir il n'est pas réparé, la personne ne peut pas y avoir accès. Et en plus, pour faire un travail en psychotraumatologie à ce niveau-là, ça va demander énormément de temps, parce que la partie va être que en évité de pour se maintenir dans la dissociation. Et ça va demander un rapport très, très, très sécurisant pour que la personne progressivement puisse reprendre contact avec la partie et faire un travail de réparation, mais ça va vraiment prendre du temps. Donc il faut que la personne fasse vraiment un travail de thérapie qui va être sur du long terme. Donc ça, c'est pour les personnes qui sont en démarche de ça, qui en souffrent et qui sont vraiment en démarche de ces troubles dissociatifs. Hein, tout ce que je vous parle là, c'est partie des troubles dissociatifs. Mais vous allez avoir plein de gens qui vont vivre dans leur déséquilibre, qui vont avoir compensé par certains mécanismes de défense. Et puis, en quoi c'est une maladie, les troubles dissociatifs? C'est que la personne simplement va rencontrer des difficultés, des grandes difficultés relationnelles. Parce que du coup, comme elle ne prendra pas sa responsabilité quand il y a des choses qui ne vont pas ou qu'il y a des choses qui sont complètement clivées, l'entourage, l'environnement proche, alors quand c'est un environnement pas très proche, généralement la personne ne pose pas trop de problèmes, mais dès qu'il y a de la relation personnelle qui arrive et que la personne elle est dans une relation affective ou avec des gens avec qui c'est proche, quand il y a un problème, le clivage refait surface, les autres autour voient qu'il y a un problème, cherchent à confronter l'autre et l'autre n'est pas en mesure de pouvoir prendre la responsabilité. Les autres, ils n'ont pas fait psychopatho, hein, ils se disent c'est quoi cette personne qui ne reconnaît pas ses torts, quoi? C'est pas possible.
Et avec cette espèce de réaction, de surréactivité émotionnelle, dès qu'on confronte la personne à sa part de responsabilité, une énorme réactivité émotionnelle. Donc les relations pour ces personnes, malheureusement, ça ne tient pas. Ce sont des gens qui se retrouvent assez isolés. Donc après, soit ils arrivent à en prendre conscience et à faire un travail qui va être un travail, pour le coup, pas de thérapie brève, hein, mais vraiment de thérapie, soit ils vont vivre comme ça et puis ils finiront malheureusement un petit peu tout seuls, quoi. Ou alors il faut qu'ils tombent sur des gens autour d'eux qui sont ultra sécures, ça veut dire que eux, ils ont réglé tous leurs problèmes les blessures psychiques, elles ont bien été réglées. Et puis comme elles ont bien été réglées, du coup ils sont suffisamment solides pour pouvoir supporter de vivre ou de relationner avec quelqu'un qui aura cette extrême sensibilité-là. Voilà. D'après vous, quand on fait donc de la PNL, je reste un peu sur mes programmes associés dissociés parce qu'ils sont intéressants dans notre pratique. On est plutôt avec la PNL dans une approche associative ou dissociative? Associative. Eh bien non, justement, on est plutôt dans des approches dissociatives parce que comme quand par exemple on fait le modèle des parties, on dit c'est une partie de toi qui nanana. Donc du coup, en fait, quelque part, on favorise la dissociation. Alors après, ce qui est intéressant, c'est que on va refaire un travail d'intégration dans les modèles des parties qui vont être un travail de réassociation des parties, c'est intéressant. Mais des fois, si vous avez des gens qui sont déjà pas mal dissociés, qui ont des troubles dissociatifs, est-ce que nos pratiques ne peuvent pas accentuer des problématiques? Donc par exemple, les schizophrènes, ils sont complètement dissociés carrément au niveau de la personnalité, donc on ne fait jamais un protocole de modèle des parties avec quelqu'un qui est schizophrène. Alors vous inquiétez pas, ils ne viendront pas vous voir en consultation, parce que généralement ils sont suivis plutôt en hôpitaux psychiatriques, mais peut-être qu'il peut y avoir des gens qui vont vous dire bah, moi je viens consulter mais j'ai quand même des troubles de schizophrénie, attention, vous dites ok, on va rester à parler comme ça, on ne va pas trop mettre la personne en état d'hypnose. Parce que du coup, si on commence à lui parler des parties, etc., on met la personne en état dissociatif. Donc on accentue le phénomène un peu de dissociation. Voilà. Ça va? Ça vous parle tout ça? Oui, je ne sais pas quels sont vos... Ouais. N'hésitez pas. Pour quelqu'un qui est dans le déni, c'est quelqu'un qui est dissocié du coup. Ouais, quelqu'un qui est vraiment dans le déni, il y a une partie de lui qui est dissociée, il ne voit pas, avec des évités d'eux aussi, il y a les deux, il y a de la dissociation et de l'évité d'eux. Du coup, je voulais voir, alors associé, dissocié, c'est bon. Alors, on va voir. Donc, match, mismatch et polarity. Donc, là, le filtre match et le filtre mismatch. Donc, filtre match, je vais observer qu'est-ce qui vient satisfaire mes critères. Vous voyez? Donc, je vais dire, par exemple... je vais rentrer dans la pièce, je vais dire c'est chouette, chacun a sa table, c'est bien, je vais avoir ma table. C'est bien parce que je sais pas, c'est plus lumineux que la dernière fois par exemple. C'est chouette, on a un groupe moyen, en termes de nombre de personnes, ça va être peut-être plus confortable. Je sais pas, c'est bien parce que c'est situé en centre-ville, oui. Filtre match, qu'est-ce qui vient satisfaire mes critères? Filtre mismatch, ça pourrait être il manque une petite cour, on pourrait s'entraîner avec des espaces arborés, ça pourrait être bien. Ça serait plus confortable. Puis la salle pourrait être plus grande, ça serait mieux quand même. Puis si on avait des tables qui étaient plus grandes, ça pourrait être pas mal. Donc, c'est pas forcément de voir le négatif, c'est de voir qu'est-ce qui manque pour vraiment me satisfaire pleinement dans mes critères. Voyez? Et le filtre polarity, carrément là, je vois, je suis l'avocat du diable. On me dit blanc, je vais dire noir. Donc le polarity, d'après vous,
quand une personne, parce que c'est un petit peu chiant, des fois, comme ça, à l'extérieur, on pourrait se dire, voilà, mais c'est quoi la qualité du polarity? Je vois pas la qualité, c'est chiant, quelqu'un qui te dit, tu lui dis blanc, il te dit noir, tu lui dis oui, il te dit non. C'est chiant, mais c'est quoi la qualité du polarity? C'est quoi ta fonction positive, d'après vous? La recherche de la vérité. La sécurité. Ouais, et surtout, c'est la sécurité. Voilà. Parce que c'est vraiment le mouton noir qui va dire aux autres moutons, un instant, il y a un ravin là-bas, si tout le monde y va. Ah, tais-toi, complotiste. Le berger, vous êtes sûr qu'il ne veut pas nous tuer à la fin? T'es complotiste, allez, tout le monde y va. C'est le mouton noir qui veut vraiment réveiller les autres. C'est pas meu. Hein. Comment? C'est pas meu. C'est pas? C'est pas meu. Voilà. Je t'explique. Oui, j'ai pas compris. C'est bé. Parce que j'ai dit me? Oui. D'accord. Ah oui, D'accord. Voilà, il dit mais. C'est ça. Voilà, c'est souvent un critère de sécurité ou de différenciation. Je ne veux pas être comme tout le monde. Ça m'embête. Je me marginalise. Je ne veux pas être comme les autres. Vous voyez? Des fois, c'est les deux. Hein. Il y a de la sécurité et en plus, on ne veut pas être comme tout le monde. On ne veut pas appartenir, par exemple. Non, vous faites comme ça, moi non, je vais être différent. Pas comme vous. Mais ça sera tenu aussi avec un autre métaphore qu'on va voir après. Le polarity est donc l'un des seuls métaprogrammes qui ne se combinera pas avec de la référence interne, parce que tout peut se mélanger, sauf polarity, ça ne se mélangera jamais avec de la référence interne. Pourquoi? Parce que c'est toujours en réactivité par rapport à un cadre de référence externe. Parce que c'est un nom qui n'est pas un nom en référence interne, c'est un nom qui est en opposition. Voyez? Donc c'est compliqué des fois de modéliser quand une personne dit non. Dit-elle non en référence interne ou est-ce qu'elle dit non en polarity? Voyez? C'est pas la même motivation derrière. Si c'est du polarity, c'est en référence externe. Ça me fait penser, je fais le pont sur l'analyse transactionnelle pour ceux qui ont fait l'analyse transactionnelle. Je crois que quasi tout le monde a fait l'analyse transactionnelle, non? Vous avez différentes parties dans les états du moi. Vous avez l'état du moi de l'enfant libre, l'enfant soumis, l'enfant rebelle, l'adulte. L'enfant libre, lui, il est en référence interne parce qu'il fait comme il veut, il est spontané, etc. L'enfant soumis, il est en référence externe. Et l'enfant rebelle, ben, c'est un rebelle, il est en référence externe aussi. Ça reste de l'enfant. Et l'adulte, il est en référence interne. Vous voyez ce que je veux dire? Et d'ailleurs, c'est intéressant, dans l'analyse transactionnelle, on dit enfant adapté soumis, enfant adapté rebelle. Donc, qui dit adapté à l'environnement. Donc, l'enfant, il est en référence externe. Sauf l'enfant libre, parce que l'enfant libre, il fait vraiment comme il a envie. Et d'ailleurs, ça fait vraiment partie des stades de développement, parce que l'enfant, au début, il est libre, puis il devient conditionné, socialisé, donc il devient enfant soumis, puis quand il est ado et qu'il grandit, il devient enfant rebelle, pour pouvoir réussir à construire une identité plus tard en référence interne qui sera en adulte. Donc des fois, il y a des personnes qui vont, dans leur maturité, leur stade de développement, rentrer dans un esprit d'opposition le temps de trouver leur propre référence interne, dans un stade de développement. C'est une petite parenthèse avec l'analyse transactionnelle. Mais c'est intéressant du coup de ne... Parce que vous allez avoir des gens qui vont me dire, moi j'ai beaucoup, je fais comme je veux moi, nanana, puis on pourrait se dire, tiens, ils ont trop de références internes. Puis en fait, on se rend compte derrière, c'est du polarity. Alors le plus chiant dans les gens qui ont un métaprogramme polarity, c'est pas d'être que en polarity avec les autres, vous allez avoir des personnes qui rentrent en polarity entre elles et elles-mêmes. Donc c'est la personne qui vous dit un jour oui, puis le lendemain elle va vous dire non, j'ai changé d'avis finalement, on va pas faire comme ça, on va faire différemment. Ça c'est moi. J'ai un très gros polarity, moi, de ouf. Je travaille depuis des années, et ça va mieux, je me soigne. J'ai un polarity de ouf. Et je change d'avis sans arrêt. C'est pénible, même moi je suis fatiguée des fois. Non, finalement on va pas faire comme ça, on va faire comme ça. Mais est-ce que du coup ça n'a pas de sens finalement? Comment? Quand on dit on change d'avis, mais est-ce que c'est pas du coup une référence interne? C'est pas au final que tu as réfléchi, que tu cherches à trouver ça? Pas je sais, parce qu'on me dit tout le temps aussi que je change tout le temps d'avis, mais pour moi ça a du sens. Si j'y ai réfléchi et que j'ai changé d'avis, bah, je pense que c'est mieux comme ça. Parce que oui, c'est pas mal. Sauf que le problème, c'est que moi, si je peux te dire dans mes patterns, c'est que moi, je change d'avis en contenu avec qui j'ai parlé la dernière fois.
Tu vois, et c'est ça qui est embêtant, parce que là, c'est quand même une absence de référence interne. C'est-à-dire, je vais parler à quelqu'un, je vais dire, mais t'as raison et tout. Bah, finalement, je vais faire comme ça. Puis je vais parler à quelqu'un, je vais dire, tu vois, dans mon projet, je vais faire comme ça. La personne me dit, Jordi, t'es sûr? Parce que moi, je pense que du coup, tu ferais mieux de faire comme ça. Ah bon, mais qu'est-ce qui te fait dire que tu ferais mieux de faire comme ça? Bah oui, parce que, purée, t'as raison. Non, alors finalement, je reviens. Non, je vais faire comme ça. Non, bah finalement, je vais faire comme ça. Ah bon, mais pourquoi tu fais pas? Ah bah oui, vous avez raison. Et moi, ça m'est arrivé d'être complètement largué, hein, comme ça. C'est pas de la référence interne, c'est non, un mûri, quoi. Non, mais ça va, j'ai travaillé dessus. Des fois, c'est encore. Voilà. Mais ça a été un énorme travail, moi, pour moi, cette référence interne à faire. Donc, vraiment, voilà. Ouais. Et en polarity, du coup, référence externe sur d'autres, et puis des fois en polarity avec soi. Je veux un truc, oh ben non, pourquoi je voulais ça, je veux plus, mais en fait, ça c'est. Non, c'est pas bien ça. Donc ça voilà, le polarity, donc c'est vraiment, il faut aller regarder derrière qu'est-ce qu'il y a derrière le polarity. De toute façon, il y a souvent des croyances qui tiennent les métaprogrammes, comme on l'a dit. Alors, on va confondre beaucoup ça. Alors là, avec un nouveau métaprogramme que vous n'aviez pas encore vu, parce que je ne voulais pas vous mettre de confusion à l'époque, ça va être l'orientation problème et l'orientation solution. Quelqu'un qui va avoir une orientation problème, dans une situation, aura un filtre où il verra toujours quel pourrait éventuellement être le problème. Donc souvent les personnes qui ont une orientation problème, ils vont vous dire problème, d'accord, mais problème, le problème c'est que le problème, vous entendez souvent ça dans le langage. Je rigole parce que je pense qu'elle se reconnaît un peu. Problème, orientation problème. Voilà. C'est une personne qui va être en orientation, mais la personne peut quand même être match. Vous voyez, c'est différent. Hein. Tu peux le répéter? Alors, je vais vous donner l'exemple. Parce que mismatch, c'est je vois ce qui me manque pour satisfaire mes critères. Mais par exemple, je peux être très match avec une orientation problème, c'est-à-dire de dire ah, c'est super, on va faire comme ça va être génial, ça va satisfaire mes valeurs, ça va satisfaire mes besoins. Problème, il risque de se passer ça. Vous voyez, c'est le risque. Vous voyez, mais je peux quand même rester match. Je peux rester match et me dire mes critères et mes valeurs sont satisfaits, mais ça peut éventuellement poser un problème. Il risque d'y avoir un problème. C'est une orientation sur le problème, vous voyez? Et puis je peux très bien être problème et orienter mismatch aussi. Je peux avoir les deux. Vous voyez? Et l'orientation solution, la personne, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Vous voyez? Donc vous avez des approches de coaching qui sont très orientées solutions. Par exemple, je pense à une approche de coaching qui s'appelle les IOS dans les outils, intervention orientée solution. On ne parle jamais du problème dans cette approche-là. C'est un coaching qui s'apprend, je crois, pour être formé coach IOS, ça prend 10 jours. C'est pas très long comme formation, ou 9 jours, après un praticien, je crois. Des écoles qui proposent ça, et on ne parle que de la solution. Donc par exemple dans les entretiens, on va dire à la personne et qu'est-ce qui va mieux depuis la dernière fois? D'accord, j'ai cette difficulté, d'accord, mais parlez-moi des moments où vous ne l'avez pas. Comment vous faites? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va mieux? On n'est que dans une recherche de solution et on ne parle jamais du problème. Puisque dans ces approches-là, on pense que si on parle trop du problème, on va trop le nourrir et que c'est pas ça qui va faire avancer. Ce qui est parfois vrai, hein. C'est pour ça que ces approches sont quand même intéressantes. Dans la PNL, on a quand même si beaucoup disent oui, on modélise les stratégies d'excellence, quand même c'est une approche avec une orientation problème. Parce que quand on va modéliser, on va quand même avoir une orientation problème, parce qu'on va aller regarder qu'est-ce qui déconne dans les niveaux logiques. Quel est le problème? Qu'est-ce qui ne marche pas? Et aussi mismatch, vous voyez, quand on modélise. Parce que si je suis super match, je vais dire, oh ben c'est bien, ben il y a tout qui est bien, vous voyez. Mais si j'ai un filtre mismatch, je me dis qu'est-ce que la personne me dit qui ne colle pas en termes de cause à effet? Qu'est-ce que c'est qui ne colle pas? Et c'est quoi le problème? C'est quoi son problème? On a une orientation problème et une orientation mismatch. Et ensuite, on va basculer sur du match pour encourager la personne et une orientation solution, mais que quand on sera à l'état désiré. Donc pas tout de suite. Et je le vois quand je forme des personnes de coaching, ceux qui ont une trop grande orientation solution, ils vont beaucoup trop vite sur la solution.
trop tôt sur la solution, alors que le problème n'a pas encore été assez exploré. Donc il faut réussir vraiment à avoir vraiment les deux, et le problème et la solution. Et sur le match et le mismatch, dans un processus de coaching, on est mismatch sur ce que nous raconte la personne, sur sa structure, ses processus, mais on reste match sur la personne. Hein. Et on reste match sur soi aussi, même si des fois on se trompe. Ça va pour vous, ça, orientation, solution, problème? Et du coup, est-ce qu'il y aura une relation avec le détail global, du coup, donc solution, problème? Non, ben, du coup c'est intéressant, je peux bifurquer là-dessus. Alors attends, donc là on était sur... Oui, comme je ne vous les fais pas dans l'ordre, il faut juste que je me les coche. C'est vers la fin. Problème, solution. Vers la fin, c'est la combien, dis-moi? Moi j'attends, je sais pas ce que j'ai. Ah, parce que moi je regarde sur cette liste-là en fait. Ouais. Alors, attends. Les opérateurs modaux, on a vu. Ouais, c'est ça. 25. Match, mismatch, on a vu. 25. 25. Ah oui, problème, solution. Alors, tu parlais, donc pareil, des points de confusion. Entre détail, alors tu disais détail et global, hein? Oui. C'est qui? Ok, détail global. Donc, le détail, filtre détail, je veux rien louper et je vais faire attention aux détails, voyez. Alors que le global, je vais vous parler des choses en gros. Les métapoints globales vont faire beaucoup d'omissions de langage, comme on a vu tout à l'heure quand on a parlé du métamodèle. Ceci dit, c'est pas parce que quelqu'un est détail qu'il va parler énormément, parce que c'est un petit peu comme ça qu'on vous le présente quand vous êtes en tech et en prat. On vous dit les détails, oh là là, qu'est-ce qu'il parle, qu'est-ce qu'il parle, qu'est-ce qu'il parle. Alors c'est vrai, hein, vous avez des détails qui sont très très moulins de parole. Ceci dit, quand vous faites une modélisation, que vous êtes coach, que vous reformulez, vous êtes détail. Mais vous n'êtes pas forcément détail à parler énormément, mais vous allez dire, c'est cette valeur-là qui est importante pour la personne, ou c'est ce critère, ou c'est cette croyance, ou c'est ce programme-là qui tient la logique. C'est-à-dire que vous avez le détail de savoir qu'est-ce qui est important ou pas. Alors que le global, la personne va dire, oui, ben en gros, la personne elle a un problème avec une peur de l'abandon, voilà. Ou de la trahison, ou les grandes blessures pour tout. Alors que dans la PNL, on est très détail, on va dire. Et donc ça s'organise comme ça, parce que c'est sa première position qui l'amène à avoir des lectures de pensée. Vous voyez? Ça, c'est du détail. Et pourtant, la personne, elle ne va pas énormément parler. Donc dans l'approche qu'on a en PNL, on est très détail et global, et pas global, plutôt détail. Et ça va nous amener sur d'autres métaprogrammes. Donc quel rapport toi tu faisais avec solutions et problèmes? Le problème, peut-être qu'il allait voir le détail et tirer toutes les... Oh, je peux être global dans le problème. Oh, ça va mal. D'accord. Puis ça va faire des problèmes. Tu vois, de manière globale. Alors que le détail, c'est ce truc va créer un problème. Ou ce truc va créer une solution. La solution va être ici. Et là, vous allez avoir deux nouveaux métaprogrammes qui arrivent parce que vous n'avez pas vu encore. C'est à ne pas confondre avec, alors excusez-moi, c'est en anglais, chunk up et chunk down. Donc traduction française, c'est zoom arrière, zoom avant. Donc ça c'est zoom arrière. Et là c'est zoom avant. Alors beaucoup de personnes confondent, pensent que chunk down c'est du détail et que chunk up, zoom arrière, c'est du global. C'est pas tout à fait la même chose. Le chunk up, zoom arrière, vous avez déjà vu, je crois c'est dans Men in Black, le film. On voit un gars, il est tout petit, puis la caméra, elle grossit comme ça, alors pas que peut-être dans Men in Black, mais et puis finalement on voit sa salle de bain, sa chambre, puis après on voit sa maison, et après on voit son quartier, sa ville, le pays, la planète, et puis le système solaire, vous voyez, c'est un grand zoom arrière comme ça. Donc ça c'est du chunk up.
Je fais vraiment un zoom arrière où je vois tout le système, mais je comprends dans un chunk up par rapport à du global, je comprends les relations de cause à effet dans ce système. Je vois les liens entre les choses. Par exemple, je vais regarder la Terre et je vais dire, là il y a le golfe du Mainstream, je ne sais plus comment on appelle ça, qui dans les courants chauds vont générer tel courant à cet endroit. Vous voyez, je vois les relations, les liens de cause à effet dans un système. Alors que le global, lui, il ne va pas forcément voir le lien. Il va dire, oh, bah, il y a une planète bleue, hein. Vous voyez? Mais il ne va pas forcément voir les liens de cause à effet. Vous voyez? Donc je peux être tout à fait chunk up en étant très détail. De dire, ah, mais... alors, pour vous donner un exemple. Je vous donne un exemple d'abord, je vous les écris un par un, et ensuite je vous fais des exemples pour illustrer. Donc chunk up, je fais vraiment zoom arrière. Chunk down, au contraire, je fais un zoom avant. Donc par exemple, là je vais dire global, c'est une table sur laquelle il y a des objets. Je suis global. Je suis détail, c'est une table sur laquelle il y a un classeur avec une feuille de cours, un stylo, un micro, un iPhone, une gourde avec du thé et une enceinte et un petit micro. J'étais détail. Je vais être chunk down, je vais dire voilà, sur cette table il y a une gourde qui en fait a été achetée par le petit ami du prof et c'est du thé qui a été mis dedans et le thé vient de telle marque. Et d'ailleurs, quand on ouvre la gourde, si on appuie là-dessus, et elle a été fabriquée, vous voyez, c'est-à-dire je rentre en chunk down, je prends quelque chose et je vais le décortiquer. Vous voyez, quand on dit l'expression, tu décortiques pas un peu la crevette, bah si, mais c'est que je suis en chunk down. Vous voyez, j'ai la tête vraiment dans le truc et je ne vois plus que la tâche. Par exemple, j'ai une tâche à faire et cette tâche que je suis en train d'exécuter, je ne cherche plus, si je n'ai pas de chunk up, je ne vois pas le lien entre cette tâche et un ensemble d'autres tâches. Je suis focus et concentré que sur ce truc-là, vous voyez? Est-ce que ça vous est arrivé de faire des conneries parce que vous êtes trop concentré sur un truc et vous n'avez pas capté que c'était en lien avec d'autres trucs? Vous voyez ce que je veux dire? Ben, ce truc-là, c'est de faire du chunk down, mais de revenir, c'est pour ça c'est des histoires, des notions de zoom avant, zoom arrière, de réussir à être dans une capacité de faire et du zoom avant et du zoom arrière, chunk down, chunk up, mais pas du global, parce que si je suis dans le global, je ne verrai pas les choses non plus. Alors qu'en chunk up, je vais les voir, vous voyez? Donc, je vous donne un exemple en coaching, pour vous montrer en quel point c'est important d'être détail, chunk up, chunk down. Vous avez une personne qui vit... attendez, il faut que je trouve un truc avec un coaching que j'ai pu faire. Ce sera plus simple. Je sais. Je reçois une cliente et puis je ne sais pas, on discute, je fais un petit peu connaissance avec elle, un petit tour d'horizon. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis coach, ok. Et vous êtes coach, qu'est-ce que vous faites? Ben, je m'occupe vraiment... je m'occupe des enfants, je ne travaille pas trop avec les adultes. Moi, mon axe de travail, c'est vraiment la petite enfance, c'est de travailler avec des enfants. Ok, puis on discute comme ça, je me mets le détail dans la tête, mais voilà. Et puis on rentre dans une problématique où, par exemple, là je vais rentrer, la personne va me dire, donc un sujet qui est tout autre, elle pourrait me dire, là, j'invente parce que je ne me rappelle plus, mais ça pourrait être... je prends très à cœur ce que l'on me dit et j'ai tendance à un peu trop obéir souvent à ce qu'on me dit et pas assez être autonome. Donc voilà. Et là, donc, je vais rentrer chunk down, je vais dire à la personne, je reprends mon petit schéma que je vous ai parlé ce matin, d'effet au comportement. Donne-moi un exemple où la dernière fois ça te l'a fait. Ah bah ça me l'a fait la dernière fois au travail, on m'a dit que j'étais pas assez responsable. Ok, donc ça c'est ce qu'on t'a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé avant? Comment ça se fait? Qu'est-ce que tu as fait, etc. Puis je détaille, donc là je suis chunk down, je prends un exemple, la personne par exemple, elle a fait un truc et puis on lui a demandé de faire un truc dans lequel elle devait avoir de l'autonomie et puis finalement elle n'a pas trop osé parce qu'il y avait des évités d'heures, beaucoup de références externes par exemple ici, la référence externe très associée à ses émotions,
pourquoi pas des fois du polarity, bref, une conclusion qui fait qu'au final elle s'est dit non, il vaut mieux pas faire parce que je risque de me faire, donc on risque de me le reprocher derrière, et puis je sais pas, des doutes, de la peur, et puis comportement, mais ça elle n'a pas fait comme il faut. Ok, j'ai ça, et puis c'est tenu par quels critères et puis je vois dans les fonctions positives un éviter de l'autorité, puis une grande peur par exemple de l'autorité. Ok, donc là on a bien décortiqué un exemple. Donnez-moi un autre exemple encore, j'ai besoin de... Puis la personne commence à parler d'un autre exemple. Et puis dans son autre exemple, elle va dire par exemple, quand je suis dans une relation de couple, donc vous voyez un truc qui est vraiment un autre... Elle vient me voir un autre jour, puis elle va me dire, voilà, quand je suis dans une relation de couple... en fait, j'ai tendance à vouloir trop faire plaisir à mon compagnon et puis à faire vraiment, j'ose pas lui dire que je veux aller voir tel film au cinéma, je voulais aller voir tel film et puis finalement, comme lui voulait en voir un autre, j'ai rien dit, je me suis tue et puis en fait, je me suis pliée à ce qu'il voulait faire parce que j'ai pas osé. Et puis, je décortique, je rentre encore chunk down, d'accord, comment ça s'est passé, je voulais voir un film et tout. Et qu'est-ce que je fais? Je vois encore référence externe, tri sur l'autre, bon. Éviter de. Et là, donc je vous fais le truc en chunk down, j'ai quelques exemples. Et à un moment donné, je vais faire du chunk up et je vais me dire, et la personne, donc, en plus, en détaillant, je lui dis, mais qu'est-ce qui se passerait si vous vraiment vous affirmiez, etc. Elle va me dire, la personne, par exemple, donc là déjà, ça commence à me gratter l'oreille, puis elle va me dire, par exemple, parce que j'ai pas envie de trop m'affirmer, parce que moi, quelque part, j'ai envie de rester, j'ai pas envie d'être une adulte, quoi. Ah bon, pourquoi? Parce que, et là, elle a des croyances avec une vision du monde où la personne, par exemple, va dire, parce que le monde adulte, c'est un monde qui est dur, qui manque de cœur, qui manque de compassion, parce que la personne, elle a vécu des trucs difficiles avec les adultes quand elle était enfant. Et là, je me mets à faire du chunk up, et je me dis, et c'est ça la modélisation, purée, cette personne, elle a un pattern qui l'a conduit au point que dans son choix professionnel, elle a décidé de ne s'occuper que des enfants et de ne pas s'occuper des adultes. Mais la personne, jamais dans sa vie, elle aura fait du lien comme ça, vous voyez. Et en fait, c'est que tenu par exemple, un éviter de aller dans la partie adulte, si je fais aller dans de la référence interne, ou vraiment être en lien avec le monde de l'adulte. Ben ça, c'est le chunk up. Mais pourquoi j'aurais eu ce chunk up? Parce que dans différents chunk down, j'aurais trouvé des éléments qui m'ont amené, en faisant du chunk up, à dire, purée, mais en fait, c'est ça la logique. C'est ça qui tient tout le pattern. Éviter d'être dans le monde des adultes. Et comme du coup, elle ne veut pas appartenir au monde des adultes, et bien du coup, elle est que dans une partie enfant, donc elle passe sa vie à rester en référence externe. Et qui dit référence externe, après je fais du pont, par exemple, un chunk up entre, par exemple, la PNL et l'analyse transactionnelle, et je vais dire, qui dit référence externe, dit en analyse transactionnelle, de l'enfant soumis tantôt, et tantôt de l'enfant rebelle. C'est pour ça que dans ces stratégies, j'avais l'impression que j'y comprenais rien, parce que des fois je la voyais en polarity, puis des fois je la voyais en soumission, et des fois en rébellion. Non, mais en fait, on s'en fout, en chunk up, on se rend compte que c'est encore tenu par la partie enfant, et qu'il y a une problématique pour aller dans la partie adulte. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous ai fait un long exemple détourné. Mais c'est ça le chunk up, vous voyez, c'est vraiment de prendre, ça demande aussi du méta un petit peu, mais de voir les éléments, et c'est vachement bien quand vous avez plusieurs disciplines, et c'est ce qu'on fait beaucoup de chunk up, on fait de la PNL, énagramme, analyse transactionnelle pour le coach, on fait un chunk up et on regarde à travers nos différentes grilles de lecture, pas de manière séquentielle, mais comment est-ce qu'il y a une logique dans la personne qui va vraiment venir et qui va se dessiner, et on va dire ok, c'est ça que la personne elle fait, c'est cette logique là, et donc ça demande pour ça de pouvoir alterner entre du chunk down et du chunk up, mais pas avec un métaprogramme global, parce que si je suis dans un métaprogramme global, le truc, le pattern, je le vois pas, vous voyez. Et qu'est-ce que ça aurait donné, la même histoire avec du global que Je pense que la personne ne verrait pas le pattern. Elle passe à côté du pattern. Elle va dire c'est une personne en global qui manque de confiance en elle.
Est-ce qu'il manque les détails? Il manque les... Ben, il manque tout, il manque. C'est-à-dire, la personne elle va dire, la personne elle a un problème d'estime d'elle-même. Je pense qu'elle manque de confiance. Allez, on va lui faire un ancrage ressource sur la confiance. En fait, c'est la synthèse. Ouais, synthétise par un mot-clé. Oui, mais même surtout, tu tapes pas là où il faut, parce que le global, par exemple, il va te dire, bah, la personne, elle manque de confiance en elle. Allez, je lui fais un ancrage ressource au contexte, on va lui mettre de la confiance. C'est pas parce que... Et puis tu lui mets un ancrage, puis tu es sûr que tu la revois dans 2 mois ou dans 1 semaine. La personne, elle n'a pas du tout réglé son problème, c'est normal. C'est pas à ce niveau-là que ça a lieu. Mais par contre, quand tu vas dire à ton client, de par la modélisation PNL, écoutez, j'ai repéré que vraiment il y a ce truc avec le monde des adultes l'autre jour, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Il dit quand même que le monde des adultes était un monde pour vous qui n'était pas bon, vous voulez rester enfant, etc. Que vous aviez du mal à vous assumer, je sais pas, ou c'était toujours ce qu'on vous disait, etc. De peur de l'autre. En même temps, je vois que dans votre vie, vous travaillez aussi qu'avec des enfants, pas avec des adultes. Ok, moi je suis en train de vraiment faire du lien avec tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Il faut qu'on aille travailler ça. Qu'en pensez-vous? Et là, on va aller travailler peut-être sur des causes, une histoire personnelle qui s'est montée comme ça. J'avais une fois une cliente qui s'habillait très très mal. Elle était toujours négligée, je vous donne un autre exemple comme ça. Toujours très négligée dans sa manière de s'habiller. Elle venait, elle n'était pas très coiffée, jogging, et elle prenait pas très soin d'elle. Bon, c'était pas grave, on travaillait pas trop là-dessus. Et c'est quelqu'un qui n'était pas très attaché non plus à la matière, c'est-à-dire qu'il n'avait pas de travail. Et puis qui naviguait un peu à droite et à gauche, chez Paul, chez Pierre, chez Jacques. Pas d'attache au niveau du logement. Pas de logement. Pas vraiment de travail, des petites missions intérim de temps en temps. Pas trop d'attention à son apparence physique. Et beaucoup axé sur des philosophies qui sont en lien avec le bouddhisme, le détachement de la matière, etc., etc. Et puis je ne sais plus sur quelle problématique on travaille. Et il s'avère que quand elle était petite fille, ses parents avaient avaient été vandalisés, parce qu'en plus c'était quelqu'un qui était d'origine étrangère, ou en plus ses parents étaient en fuite de son pays d'origine, et ils avaient emmené leurs biens avec eux, et puis en fait ils s'étaient fait vandaliser en même temps qu'ils étaient en fuite, ils s'étaient fait vandaliser et ils avaient failli se faire tuer. Et là vous faites un check-up et vous comprenez. Elle est complètement clivée au niveau de ce qui fait partie de la matière. Elle est que dans l'esprit de la personne, donc elle prend pas soin de son apparence physique, elle prend pas soin de s'incarner à avoir un appartement, elle prend pas soin de s'incarner à avoir un boulot, elle prend pas soin de s'incarner à se faire belle, et elle est que dans des pratiques spirituelles qui sont de la méditation, l'élévation de l'esprit et le détachement. Mais pourquoi? C'est pas du tout parce qu'elle est très élevée spirituellement. C'est parce qu'elle a un trauma où elle considère que la matière c'est quelque chose de dangereux, parce qu'il y a un risque de mort imminent. Donc en fait on va se cliver de tous nos besoins terrestres et on ne va faire que cultiver avec des choses qui se tiennent très très bien dans la logique de la personne et dans le déroulement de sa vie, avec des choses qui sont de l'ordre de l'esprit et des pratiques spirituelles qui vont justement renforcer cette division corps-esprit, ascétisme, etc., etc. Vous voyez? Et ça, c'est du chunk-up. Parce que si vous ne faites pas de chunk-up, vous ne faites pas de lien entre tous ces aspects-là. Mais c'est pour ça que c'est intéressant. Nos clients, quand ils viennent, ils vont nous parler de leurs problèmes, mais soyez curieux. Qu'est-ce que vous faites comme métier? Vous étiez en relation avec qui? Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce travail? Faites vraiment de manière globale au détail. On va du global au détail. Au départ, un peu globalement, vous faites connaissance avec les personnes et vous enregistrez de l'information. Et puis, à un moment donné, vous allez rentrer dans leurs problématiques, mais vous allez faire du chunk-up, et c'est ça la modélisation. Vous allez faire du lien avec la personne, comment elle construit sa vie. Mamma Mia, que je vous ai demandé de regarder, faites du chunk-up, et vous vous rendrez compte que par rapport au pattern du personnage, ce n'est pas un hasard qu'elle vive dans une île. Je ne sais pas si ça vous parle maintenant. Ce n'est pas un hasard. Ça fait partie du pattern du personnage. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est votre chunk-up qui voit ça. Ce que vous dites, ok, pourquoi ils ont fait le film qu'elle est dans une île? Pourquoi elle ne pourrait pas être sur un continent? Non, elle est dans une île. Ça fait complètement partie de son pattern.
voyez? Donc ça, c'est du chunk up. Donc c'est vraiment intéressant, j'adore. Parce qu'en fait, quand on découvre l'histoire des gens, mais il y a une cohérence dans leur vie. Il y a une cohérence qui dysfonctionne. Ça dysfonctionne, mais c'est super cohérent. Et c'est pour ça qu'on appelle ça les niveaux logiques dans la modélisation. On va comprendre la logique de quelque chose qui dysfonctionne. Nos clients ne sont pas fous. Nos clients ont une vie où ils ont construit une réalité qui, quand on écoute cette réalité et qu'on l'analyse, ben en fait, elle est bien alignée. Seulement, ils ne sont pas très heureux de cette réalité-là. C'est pour ça qu'ils viennent nous voir. Et quand on les modélise, on va chercher à comprendre c'est quoi la logique de cette réalité et qu'est-ce qu'ils font en réalité. Ça va, ça vous parle? On va peut-être faire une pause, pour que vous puissiez un peu digérer. On se fait une pause? C'est bien.